bonjour à tous. Je voudrais remercier avant toute chose Géraldine de m'avoir proposé ce sujet. Alors je ne sais pas si je dois te dire je te remercie ou je te remercie, parce que finalement c'est un sujet, j'ai ouvert une boîte et je crois que j'avais déjà ouvert cette boîte-là en 2010, mais pour la métropole. Là je l'ai réouverte pour la Nouvelle-Calédonie et finalement je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à puiser et à aller chercher dans cette boîte. Alors je me suis permise de changer un petit peu le titre parce que les entreprises pour le coup c'était un petit peu trop vaste, donc je l'ai limité aux employeurs de Nouvelle-Calédonie face donc aux risques naturels qui sont induits par le changement climatique. Je vous ai mis quelques photos, alors ça va faire écho à ce que disait notre collègue tout à l'heure. Là, on a un troupeau de vaches, mais qui n'a pas eu accès au fond mimosa, visiblement. Mais voilà, donc j'ai beaucoup, avec la présentation scientifique de tout à l'heure, j'avoue qu'il y aura pas mal d'échos, finalement, entre nos deux interventions, ce que je ne pensais pas avant d'avoir entendu sa propre intervention. Alors finalement, les conséquences du réchauffement climatique, elles nous ont été bien mieux présentées par mon collègue scientifique. Elles ont, au niveau des entreprises, en tous les cas, on va avoir finalement la récurrence de ces phénomènes météorologiques, c'est-à-dire qu'on va avoir davantage de cyclones, de glissements de terrain, etc. Et je ne m'attarderai pas là-dessus, puisque ça a été présenté, je vous dis, beaucoup mieux que moi par mon collègue. En revanche, donc, j'aborde la partie juridique, et notamment sur ce que je vais qualifier et ce que je retiens comme définition de la notion de risque naturel. Alors le risque naturel, finalement, je vous fais grâce de tous les développements qui précèdent, c'est un aléa qui provient d'un phénomène naturel qui engendre une certaine vulnérabilité en termes de dommages pouvant être causés par la réalisation du risque aux installations, aux activités et aux personnes. Et ce sont ces trois points notamment que l'on va aborder dans les développements. La gestion des risques naturels, en général, elle est gérée par la sécurité civile. Il suffit de regarder le site Géorep pour se rendre compte que la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à ce principe-là. Et ça a plutôt vocation à protéger la population, mais ça n'intéresse pas, on va dire, à proprement parler l'entreprise, et notamment donc les travailleurs présents dans l'entreprise lorsque survient un risque naturel, enfin, se réalise un risque naturel, ou en cas justement de prévention des risques naturels. Donc qu'en est-il pour les entreprises du territoire de la Nouvelle-Calédonie? En fait, je me rends compte à l'analyse que c'est non seulement un enjeu pour les entreprises, mais que ça peut devenir aussi un enjeu territorial important. Je n'ai pas cherché à le rattacher volontairement au thème du colloque, mais finalement les conclusions sont celles-ci. Les enjeux, on a tout d'abord des enjeux qui sont d'ordre sociaux, notamment les employeurs sont obligés de remplir leurs obligations contractuelles en matière de santé et de sécurité. Donc ils doivent veiller au respect et à ce que la santé des salariés et de leurs travailleurs au sein des entreprises ne soit pas affectée par le travail. C'est la mise à disposition du corps du salarié pour les besoins et les nécessités du travail. Donc de longues théories à ce propos. Ils doivent également, donc, toujours pour assurer cette sécurité, prévenir les risques professionnels. Et lorsque les employeurs ne parviennent pas à garantir cette santé, cette sécurité des salariés au travail, eh bien, ils engagent leurs responsabilités. Alors, en présence d'un phénomène naturel, on va dire la théorie qui vient à l'esprit de prime abord, c'est la théorie de la force majeure. Est-ce que l'on peut invoquer la force majeure dans les relations de travail? Et on y reviendra un petit peu plus loin, parce que vous allez voir que finalement, les juges ne retiennent quasiment jamais le cas de force majeure au bénéfice des employeurs et des chefs d'entreprise. Des enjeux qui sont aussi économiques, notamment parce que les responsabilités, les dommages et intérêts que pourrait être amenés à verser l'entreprise aux travailleurs victimes d'accidents du travail, mais pas que, parce que finalement cela peut être aussi des relations contractuelles avec des clients qui sont affectés par l'événement climatique. Donc il y a forcément un coût supplémentaire à la réalisation d'un risque naturel au sein de l'entreprise. Ça génère forcément des ralentissements d'activité, voire la fermeture temporaire au moins de l'entreprise. Et donc je vous ai fait part des coûts des réparations. Alors on développera en deux temps en fait mon raisonnement, qui est de savoir comment l'entreprise peut
ou doit d'ailleurs gérer le risque naturel, et lorsque elle est défaillante à ce propos, ou en tous les cas lorsque les mesures de prévention n'ont pas suffi, voire de toute façon n'auraient jamais pu suffire, eh bien comment est-ce que l'entreprise fait face à un risque naturel que du coup elle va subir? Alors, sur la gestion et je dirais la prévention des risques naturels, on a une obligation qui est issue du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie. On va voir qu'elle n'est pas si claire que ça, mais il y a quand même une obligation légale, non seulement de prévoir les risques professionnels, mais aussi d'en assurer une certaine prévention. Et on va voir aussi que le Code du travail n'aide pas vraiment à la prévention des risques naturels, parce que finalement, les moyens qui sont offerts aux entreprises, les moyens juridiques, techniques, offerts aux entreprises pour prévenir les risques naturels, se révèlent très souvent inadaptés. S'agissant donc tout d'abord de la prévisibilité des risques naturels, enfin de l'obligation de prévoir et de prévenir les risques naturels au sein de l'entreprise, il y a finalement peu de législation et peu d'articles du Code du travail qui sont spécifiques aux risques naturels. Donc on en déduit une certaine imprécision des obligations de l'employeur en matière de risques naturels. Et pour preuve, les 3 seuls articles qui évoquent les risques naturels dans le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, finalement l'évoquent de manière très circonscrite. Le premier cas, c'est une exception à l'interdiction du travail dissimulé en cas de travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés au logement des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle. Donc on voit que véritablement on prévoit une dérogation à un principe d'interdiction, mais que ça reste très marginal. En tous les cas, on n'est absolument pas sur de la prévention. Deuxième article, c'est la prévention du risque d'amiante environnementale. La Nouvelle-Calédonie ayant un sol et une amiante environnementale, il a bien fallu organiser la sécurité des salariés qui œuvrent dans cette atmosphère-là. Donc forcément, on l'a ajouté qu'en 2009. Donc vous voyez que c'est quand même relativement récent. Malgré tout, troisième et dernier article, on a une volonté affichée du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de se préoccuper des risques environnementaux, puisqu'un dernier article précise que la Nouvelle-Calédonie peut participer au financement d'études ou d'audits destinés à accroître la connaissance des risques techniques ou environnementaux encourus par certaines catégories de salariés. Et là, il faut mettre en place une convention de partenariat afin d'obtenir des financements particuliers pour ce faire. Par conséquent, on voit que nos 3 articles ne gèrent absolument pas la prévention et n'anticipent pas non plus, ne cherchent pas à prévoir ou à connaître les risques naturels auxquels peut être exposée l'entreprise. Donc on a une absence d'obligation expresse. Le Code du travail ne laisse pas non plus de place à la prise en considération de l'évaluation des risques naturels, puisque la nomenclature du Code du travail, qui pourtant prévoit une partie réservée pour des risques sur lesquels on n'a pas encore légiféré, prévoit ce chapitre-là, c'est certaines activités ou opérations. Donc on voit que le risque naturel n'est pas encore là pris en considération par le législateur calédonien. Alors, pour autant, l'employeur et le chef d'entreprise a une véritable obligation de prévention de tous les risques naturels. Donc, par conséquent, y compris de tous les risques professionnels, donc y compris les risques naturels. Il y a une obligation en fait générale de prévention qui est affichée à l'article 261 du Code du travail, où on nous dit l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le terme travailleur recouvre d'ailleurs un champ d'application plus large que celui des salariés. Le terme de travailleur englobe non seulement les salariés, mais les stagiaires, les travailleurs temporaires, donc les intérimaires. Cela peut même aller éventuellement jusqu'à des sous-traitants in situ. Par conséquent, on a une obligation relativement large. Il y a donc de ce principe général de prévention des obligations qui en découlent, et le Code du travail exige notamment l'évaluation des risques professionnels, la mise en place de mesures préventives et l'information
et formation des travailleurs à la sécurité. La jurisprudence de la Cour de cassation a par ailleurs consacré un véritable droit fondamental des salariés à la sécurité du travail, ce qui forcément a des conséquences sur la nature de l'obligation contractuelle de sécurité de l'employeur. Et les jurisprudences depuis 2002, ce sont les arrêts amiantes. Il y a eu 28 arrêts à ce propos qui consacraient une obligation de sécurité de résultat pour les employeurs en disant que l'employeur de toute façon ne pouvait pas ne pas savoir. Cette jurisprudence a quelque peu évolué ces dernières années, notamment avec 2 arrêts, Air France et Areva, où il semble que cette obligation ne serait peut-être plus totalement de résultat, mais au moins de moyens renforcés. Quoi qu'il en soit, l'employeur engagera sa responsabilité civile et ou pénale, et il faudra se situer finalement quasiment dans un cas de force majeure pour qu'il puisse s'exonérer de sa faute qui en plus sera présumée en cas de réalisation du dommage. Les cas donc d'exonération, je vous le disais, c'est la force majeure. Et effectivement, c'est celle à laquelle on pense évidemment assez naturellement lorsqu'il s'agit de phénomènes climatiques, de phénomènes météorologiques. Alors, la force majeure, eh bien, ce n'est pas si facile que ça de pouvoir l'invoquer à juste titre, puisqu'il y a 3 conditions cumulatives, le caractère irrésistible, le caractère insurmontable et le caractère extérieur à la personne, au débiteur en principe. Cette acception, cette notion et ces conditions sont appréciées de manière extrêmement stricte par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il y a des querelles au sein de la Cour de cassation et la Chambre sociale résiste au niveau de la Cour de cassation, même après des arrêts d'assemblée plénière. Donc il y a très peu de chances pour que le cas de force majeure soit retenu. On reviendra, il y a une possibilité, mais c'est extrêmement rare. De toute façon, il y a même des cas dans lesquels les conditions de la force majeure ne seront jamais réunies. C'est le cas sur tout ce qui est caractère imprévisible. Est-ce que une entreprise qui est située sur une zone inondable, est-ce qu'il y a un caractère imprévisible au fait qu'un jour elle puisse être inondée ? De la même façon, une épidémie de dengue qui a été extrêmement médiatisée, il y a peu de chances pour que les entreprises ne soient pas au courant. Ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi je cite cet exemple, c'est que pour le cas de la grippe H1N1, on a retenu la responsabilité d'une entreprise qui n'avait pas pris de mesures pour en fait éviter l'épidémie et la pandémie de H1N1 dans son entreprise. Donc vous voyez que ça peut faire écho en Nouvelle-Calédonie en période de virus. Au-delà de ces responsabilités et de cette obligation très claire de prévention des risques naturels, on se rend compte que le Code du travail, là aussi, prévoit peu de dispositions sur les risques naturels. Bien évidemment, les seuls risques qui sont traités de manière expresse dans le Code du travail sont les risques technologiques, davantage, je dirais, voire les risques moraux, tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel également. Mais on n'a absolument pas de prise en considération des risques naturels. Pas de dispositif, en tous les cas, spécifique. Donc, on va utiliser des techniques juridiques qui sont faites pour finalement d'autres risques que les risques naturels. Et c'est ce qui explique qu'elles se révèlent parfois inadaptées, ces mesures. Alors, comment déjà prévenir un risque naturel si celui-ci est imprévisible ou insurmontable, notamment parce que l'intensité du phénomène est telle que même la prévention n'aurait pas permis d'échapper à l'avarie à laquelle on est confronté. Deuxièmement, on a le cas des entreprises pour lesquelles le risque est inhérent à leur activité. Alors, je pensais à un restaurant au bord de mer. C'est sûr qu'on peut délocaliser le restaurant de façon à prévenir la réalisation du risque naturel, sauf qu'il risque aussi d'y perdre sa clientèle. Donc, des entreprises d'activité nautique et autres qui, de toute façon, sont en prise au quotidien avec l'ensemble ou quelques risques naturels. L'objectif des mesures préventives qui sont exigées du Code du travail de la part du législateur vis-à-vis des employeurs, c'est la suppression pure et simple du risque.
Sauf que lorsque le risque est naturel, il peut être particulièrement difficile de le supprimer. Pour supprimer certains risques naturels, on peut donc utiliser des mesures finalement qu'on connaît en droit du travail et pas spécifiques à ça, qui serait le recours au télétravail. Alors à titre préventif, c'est ce qu'on reprochait à l'employeur dans l'histoire du cas de H1N1. On lui disait qu'il aurait pu mettre en place du télétravail et qu'il ne l'avait pas fait. Donc, notamment donc, pour éviter une propagation d'une pandémie de dengue, de Zika, de chikungunya, chose que l'on connaît malheureusement bien en Nouvelle-Calédonie. La deuxième mesure, alors assez radicale, c'est le déménagement de l'entreprise. Sauf que c'est envisageable si le risque naturel est connu sur le lieu ou la localisation de l'entreprise et s'il est certain, donc notamment la zone inondable. Et puis il n'est absolument pas envisageable quand le risque est au cœur de l'activité de l'entreprise. Ce déménagement de l'entreprise a forcément des conséquences sociales et juridiques qui sont très importantes. On va changer le lieu de travail. Alors toute la question de savoir s'il s'agit d'une modification des conditions de travail que l'on va pouvoir imposer aux salariés ou au contraire s'il s'agit d'une modification du contrat de travail pour laquelle il va falloir obtenir son accord préalable, vont compliquer finalement la possibilité pour un chef d'entreprise de déménager, délocaliser même sur le territoire national son entreprise. En cas de refus, il ne pourra pas opposer aux salariés un motif personnel. Donc, il sera obligé d'envisager un licenciement pour motif économique. Et alors là, on rentre dans une boîte de Pandore, c'est-à-dire que la jurisprudence considère qu'à partir du moment où on propose à au moins 10 salariés de modifier leur lieu de travail, donc de leur contrat de travail, eh bien, il faut mettre en place tout ce qui est mesure d'accompagnement d'un licenciement pour motif économique. Donc, notamment, tout ce qui est mesure de reclassement et autres, donc à mettre en place parce que on prend le risque de rompre au moins 10 contrats de travail, donc de les licencier pour motif économique. La cause économique, c'est un autre problème. La cause véritablement économique, c'est-à-dire celle qui sera considérée comme justifiée par le juge, elle est très restreinte. La notion, ça se cantonne aux difficultés économiques, à la réorganisation de l'entreprise, à la cessation d'activité et aux mutations technologiques. Donc, à moins que l'entreprise puisse invoquer de véritables difficultés économiques suite à la réalisation du risque naturel, et quid en cas de prévention du risque naturel, donc d'un déménagement préventif de l'entreprise, eh bien l'employeur risque d'être confronté à des licenciements sans cause réelle et sérieuse s'il va jusqu'au bout de sa démarche et donc à devoir verser des dommages et intérêts aux salariés licenciés qui peuvent s'avérer relativement conséquents. Insuffisance encore des moyens qui sont alloués aux représentants du personnel dans l'entreprise qui ont véritablement vocation à se préoccuper de la santé et de la sécurité des travailleurs. C'est le cas notamment du CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui est peut-être la branche pauvre des représentants du personnel. C'est pourtant sa mission première que d'être le garant de la sécurité, la santé et sécurité des salariés au travail. Il a la personnalité civile, mais il n'a pas de budget. Ça pose quand même des difficultés, notamment en termes de recherche des risques naturels auxquels peut être exposée l'entreprise. Il a des heures de délégation, 3, 4, 5 heures par mois, lorsque d'autres représentants du personnel en ont 15 ou 20 par mois. Il a la possibilité de recours à un expert, mais je vous renvoie à l'absence de budget. Donc il peut avoir recours à un expert, sauf que il faut qu'il y ait un risque constaté, donc quid de la recherche préventive des risques, et deux, il y a une liste limitative dressée par le Code du travail, et la recherche des risques naturels ne fait pas partie de cette liste. Donc le CHSCT, même s'il en avait les moyens, se verrait dans l'impossibilité d'avoir recours à l'expertise pour évaluer les risques naturels. J'en arrive du coup à la deuxième partie. Donc le constat de la première partie, c'est que certes il y a une obligation qui peut être très lourde pour les chefs d'entreprise, mais que le Code du travail se révèle quand même assez inadapté, Code du travail et jurisprudence, l'ensemble du droit positif du travail.
alors il arrive que l'entreprise subisse le risque naturel qui s'est réalisé. Et là, on va voir qu'on peut séparer les choses finalement en deux temps. On a tout d'abord des conséquences qui vont être directes pour l'entreprise et on peut avoir des conséquences indirectes pour l'entreprise de la réalisation de ce risque naturel. Une fois que le phénomène climatique, météorologique est passé, bien évidemment que la première préoccupation du chef d'entreprise va être, de rétablir ou préserver la santé et la sécurité des travailleurs, que son activité reprenne si elle a dû cesser. Donc voilà les deux priorités de l'employeur. Pendant la période de crise, le Code du travail ne cesse pas de s'appliquer. Par conséquent, l'obligation de santé et de sécurité demeure pendant ce temps-là. Les salariés qui estiment que leur travail présente un danger grave et imminent pour leur santé ou leur sécurité pourront exercer à juste titre leur droit de retrait, ce qui ne pourra pas être sanctionné et ne peut pas appeler de retenue en termes de rémunération. Deuxième aspect, la préservation de la santé mentale. Ça, le Code du travail, par contre, le consacre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quid d'un recours à un psychologue du travail pour analyser la situation de crise, pour voir un peu les traumatismes qui ont pu être générés par le phénomène que l'entreprise et les salariés ont pu subir. Ensuite, l'employeur va se retrouver confronté à une multitude d'acteurs auxquels il doit de l'information ou rendre des comptes. Là, on retrouve bien évidemment le CHSCT, le Comité d'hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, ou alors les délégués du personnel s'il n'y a pas de CHSCT. Il va y avoir des obligations en termes de réunion s'il y a eu des accidents du travail. Et bien sûr dans des délais d'urgence, donc 48 heures, donc il faut être extrêmement réactif. Le CHSCT va pouvoir mener une enquête après l'accident du travail. Donc là, il va pouvoir avoir droit à une expertise. C'est un cas de recours prévu par la loi à l'expertise, s'il y a eu un risque grave, révélé ou non, par un accident du travail. Autant vous dire que la condition sera réunie. La question qui se pose, c'est la rémunération de l'expert. Pas de budget alloué au CHSCT. La rémunération, en période de crise, incombe aussi au chef d'entreprise, sauf s'il démontre que l'expertise est dilatoire, en tous les cas qu'elle est abusive, ce qui ne sera certainement pas le cas en présence donc d'un risque naturel qui s'est abattu sur l'entreprise. L'employeur reste, et le CHSCT aussi, est garant du respect de la réglementation en matière d'hygiène, santé, sécurité. Donc il va à chaque fois retoquer l'employeur en lui disant attention, ça c'est pas conforme, attention, vous pouvez pas travailler, vous pouvez pas faire travailler les salariés. Donc ça fait quand même une certaine pression sur les chefs d'entreprise. Et ça, on est encore en interne. Ajoutons les interlocuteurs externes, et pas des moindres, l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail interviendra tout d'abord pour autoriser la reprise du travail s'il y a eu une interruption d'activité. Et si jamais il estime que l'entreprise doit être fermée temporairement pour des questions de santé et de sécurité, il pourra saisir le juge des référés. Donc une action en justice à l'encontre de l'employeur. Dernier interlocuteur, médecine du travail. Eh bien oui, des accidents du travail ont pu rendre certains salariés aptes ou inaptes au travail. Donc entre les suspensions de contrat de travail pour cause d'accident du travail, ceux qui vont revenir dans l'entreprise mais qui ne seront plus aptes, il va falloir éventuellement aménager des postes de travail parce qu'il y a une obligation de reclassement à la charge de l'employeur. Et bien évidemment, éventuellement, des licenciements pour inaptitude si le salarié se révèle totalement inapte à la reprise du travail au sein de son entreprise. Donc vous voyez que les conséquences, en termes déjà de rétablissement de la santé et de la sécurité, sont relativement lourdes à gérer pour les employeurs. À celle-ci s'ajoute le maintien des emplois. Ça va être le leitmotiv de la jurisprudence et du Code du travail. La rupture des contrats de travail va être possible, mais extrêmement limitée. Le recours à la force majeure. Alors, l'interprétation jurisprudentielle, je vous ai dit, est extrêmement stricte. On a eu cyclone Hugo sur Saint-Martin, hôtel complètement détruit, donc qui était l'entreprise, hôtel complètement détruit. Donc arrêt de l'activité, la Cour de cassation a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure parce que l'entreprise pouvait être reconstruite et que l'hôtel avait l'intention de reprendre son activité. Au départ, 4 mois d'interruption qui a fini par 2 ans d'interruption.
pas de rupture du contrat de travail pour cas de force majeure. Donc autant vous dire que la Cour de cassation est plus que très réticente à retenir la force majeure sur les ruptures de contrat de travail. Donc on va vérifier cette absence de volonté de réouvrir finalement l'entreprise. Et la Cour de cassation, toujours dans cet arrêt sur le cyclone Hugo, nous dit c'est pas parce qu'on ne peut pas invoquer la force majeure qu'on ne peut quand même pas rompre les contrats de travail. Mais vous avez une autre voie, c'est le licenciement pour motif économique. Licenciement pour motif économique, ok, mais ça veut dire, pour les mêmes raisons tout à l'heure, il faut justifier le licenciement pour motif économique. Alors quelles sont les raisons de cette mise à l'écart de la force majeure? Énormément de protection des salariés qui est sous-jacente. Le bénéfice, si on est dans un licenciement pour motif économique, d'une procédure contradictoire, collective, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise, de justifier la cause économique du licenciement avec toutes les restrictions que je vous ai indiquées précédemment. Et puis le cadre d'appréciation. Eh bien, les difficultés économiques, par exemple, qui pourraient être invoquées, elles vont être appréciées dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Donc si l'entreprise appartient à un groupe, on ne va pas se cantonner aux difficultés économiques de l'entreprise sinistrée. On va regarder si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient connaît ou non les mêmes difficultés économiques. Et si tel n'est pas le cas, la cause ne sera pas justifiée. Donc des licenciements sans cause réelle et sérieuse avec l'allocation de dommages et intérêts. Ce cadre d'appréciation, en plus, ne doit pas se limiter au territoire national, nous dit la Cour de cassation. Donc ça veut dire que l'on doit l'apprécier au-delà même des frontières de la Nouvelle-Calédonie, ce qui était le cas de la jurisprudence nationale au-delà du territoire français. L'obligation de reclassement qui s'ajoute, alors très lourde également parce que le périmètre de cette obligation, à l'image du cadre d'appréciation des difficultés économiques, eh bien c'est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Donc là aussi, on ne peut pas exclure un périmètre international à cette obligation de reclassement. L'objectif, vous l'avez compris, c'est que les salariés soient maintenus dans leur emploi, en tous les cas, que l'on limite au maximum le nombre de licenciements pour motif économique. Il y a l'ordre des licenciements, dans quel ordre on va licencier les salariés, priorité de réembauchage, parce que quand je suis licencié pour motif économique, eh bien, j'ai le droit, je suis prioritaire pour être réembauché si l'entreprise connaît un regain d'activité. Bien évidemment, ça permet aussi l'allocation d'indemnité de rupture du contrat de travail, ce que ne permet pas la force majeure. Il reste le cas des salariés sous CDD. Les salariés sous CDD, ils ont certes un contrat précaire, mais extrêmement stable. Les seuls cas de rupture anticipée du CDD, force majeure, licenciement économique, force majeure, rupture d'un commun accord, faute grave. Dans la réalisation d'un risque naturel, on n'est absolument pas là-dessus. Par conséquent, le CDD restera dans l'entreprise, il restera salarié de l'entreprise, alors même que l'entreprise devrait fermer pour des motifs économiques. Cela a déjà été jugé par la Cour de cassation à maintes et maintes reprises, donc sans difficulté. Les moyens juridiques en faveur du maintien de l'emploi sont insuffisants parce que c'est le changement de lieu de travail, mutation ou déplacement temporaire. Ça va être forcément difficile. Encore faut-il avoir d'autres établissements qui ne soient pas affectés par le changement, par le risque naturel ou par le sinistre. La suspension du contrat de travail, voire de l'activité de l'entreprise. Donc, on va peut-être demander aux salariés de prendre leur congé payé. On va peut-être mettre en place une mesure de chômage partiel dit total qui sera indemnisée, sauf que celui-ci ne peut pas aller au-delà de 1 mois avec une prise, avec un relais par l'allocation chômage de 2 mois de plus, donc au-delà de 3 mois, fin du chômage partiel, il va falloir prendre des décisions qui vont s'imposer à l'employeur, et là, licenciement économique à nouveau. Enfin, les conséquences de l'incident naturel sur les relations externes, eh bien les employeurs, et je finis dans 2 minutes, c'est ça. Les employeurs, en fait, vont se retrouver confrontés aussi à leurs propres difficultés vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs. Donc, s'ils ne peuvent pas remplir leurs obligations ou s'il y a une perte de marchandises, eh bien, ils vont se retrouver confrontés, pour le coup, à la force majeure, que là,
ils vont pouvoir invoquer à juste titre, sauf que demeure ce que l'on appelle la théorie des risques, c'est-à-dire qui supporte la perte de la marchandise. Est-ce que c'est le client, est-ce que c'est le chef d'entreprise? Et là, on fait jouer le principe res perit debitoris, c'est-à-dire que le débiteur supporte la perte. Donc en général, ce sera aussi l'entreprise, sauf si l'on a prévu d'un aménagement par des clauses contractuelles spécifiques, d'une répartition différente des risques. Donc ça engendre forcément des responsabilités contractuelles, l'obligation de remplir ces obligations si on n'est pas dans un cas de force majeure et la théorie de l'imprévision qui n'est toujours pas applicable en Nouvelle-Calédonie alors qu'en métropole on l'a réformée. Des pénalités de retard et puis donc la possibilité et surtout je dirais la prévention par des aménagements contractuels. Là les chefs d'entreprise devraient veiller à inclure ce type de clause limitative exonératoire de responsabilité en ciblant le risque notamment naturel. Voilà. La main-d'œuvre extérieure peut être victime du sinistre. L'employeur et le chef d'entreprise est responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs intérimaires, voire même des sous-traitants présents sur les lieux de son entreprise lorsqu'apparaît le sinistre. Et je termine avec les effets indirects positifs. Eh bien, tout à l'heure, on parlait d'espèces opportunistes. Eh bien, là, on peut avoir des entreprises qui vont bénéficier du risque naturel. Notamment, il y a des secteurs privilégiés, bâtiments et travaux publics, des entreprises de réparation navale suite à des catastrophes météorologiques. Donc, il va falloir gérer l'accroissement de travail, soit par le recours aux heures supplémentaires. Mais attention, il y a un régime extrêmement encadré et limité, avec des durées maximales, des repos à accorder aux salariés et autres, et des dérogations malgré tout possibles par l'inspection du travail. Sauf que cela génère un coût supplémentaire pour l'entreprise qu'il faut absolument pouvoir répercuter sur les clients. Le recours, bien sûr, au CDD, là, on rentre typiquement dans l'accroissement temporaire d'activité, donc il n'y a pas de problème pour le recours au CDD. Attention d'être rigoureux sur le formalisme, parce que les juges du fond, eux, sont rigoureux sur la requalification du CDD en CDI lorsqu'il y a un problème de forme. Et je termine donc sur ce qui peut perturber le fonctionnement de l'entreprise, donc de manière indirecte, c'est le cas des salariés qui ne peuvent plus venir sur le lieu de travail ou ne peuvent plus le quitter en raison de l'arrivée de l'événement climatique. Donc on peut retenir là le cas de force majeure pour les salariés qui n'arrivent pas à venir sur leur lieu de travail, donc prendre leur travail à l'heure. On fait jouer le principe d'exception d'inexécution, donc le salarié ne vient pas, l'employeur n'a pas à le rémunérer, mais il ne peut pas être sanctionné. Si, à l'inverse, il ne peut pas quitter le lieu, la Cour de cassation a consacré une obligation d'héberger le salarié sur l'entreprise pour ne pas l'exposer et exposer sa santé et sa sécurité. Ça rentre dans le périmètre de l'obligation de sécurité de l'employeur. Enfin, le fournisseur de l'entreprise peut être victime de l'incident naturel, que ce soit sur le territoire calédonien ou justement à l'étranger. Là, l'entreprise, vis-à-vis de ses propres clients, va engager sa responsabilité contractuelle. On le voit en Nouvelle-Calédonie où il y a énormément d'importations, donc on est tributaire des fournisseurs extérieurs. On l'a vu, c'était pas lié au réchauffement ou au risque naturel, mais on l'a vu avec l'affaire du key trader où certaines entreprises n'ont pas pu s'approvisionner, donc ça leur a posé des difficultés. Donc là, c'est un risque aussi pour l'entreprise. Et enfin, de manière plus marginale, les dispositifs de solidarité pourront aussi affecter l'entreprise. Suspension de contrat de travail de salariés qui pourraient demander des congés pour aider à la réparation suite à la catastrophe naturelle. Et on a aussi le Code du travail qui prévoit que les sauveteurs en mer ont droit à un congé non rémunéré de 6 jours pour venir en aide. Et l'employeur, par contre, conserve un droit de refus s'il justifie de raisons suffisantes et en tous les cas d'une perturbation du fonctionnement de son entreprise. Et j'en conclus donc tout de suite que la récurrence des phénomènes naturels, donc en raison du changement climatique, impose absolument aux entreprises et aux chefs d'entreprise d'en assurer la prévention. On l'a vu, c'est un droit fondamental du salarié, tant sur le plan mental que sur le plan physique, avec une obligation lourde qui s'approche, en tous les cas, de l'obligation de sécurité. Il n'y a aucune chance que la Cour de cassation revienne, alors après, j'ai pas une boule de cristal, mais sur
l'élargissement des cas de force majeure pour des questions de protection des salariés qui l'animent. On renforce de plus en plus, et ça c'est une jurisprudence constante ou une tendance constante de la Cour de cassation, de renforcer les obligations de prévention et la responsabilité des employeurs. Donc il faut gérer au mieux les risques naturels que l'on peut maîtriser. Donc le maître mot, c'est forcément la prévention des risques sociaux, des risques économiques, par une véritable politique environnementale de l'entreprise, dans le but d'éviter les effets du réchauffement climatique, la gestion de crise et les responsabilités, voire le changement définitif d'activité, parce que le réchauffement climatique amène aussi un renouveau de certains emplois par la suppression d'autres emplois. Et les enjeux territoriaux sont donc forts, puisque il y a une nécessité, à mon sens, qu'il y ait une intervention du législateur pour organiser donc cette prévention à la fois sociale, économique et surtout environnementale des entreprises de Nouvelle-Calédonie. Et je vous remercie.